Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver. Vous allez voir, nos 4 invités sont au taquet dans ce studio pour parler de 4 sujets qu'on va découvrir tout de suite en images. On va revenir sur l'interview de ce matin du Premier ministre à nos confrères d'RTL. Il a annoncé des mesures pour faciliter la vie des Français qui ont du mal à payer leur plein de gasoil et aussi de fioul. Est-ce que ça aura suffi pour éteindre l'incendie ? Vous nous donnerez votre point de vue. Nous reviendrons aussi sur cette tempête de tweets que Donald Trump a envoyé hier sur la France et sur Emmanuel Macron. Et s'il avait raison, et s'il faisait juste renvoyer la monnaie de sa pièce à Emmanuel Macron, qu'il aurait mal accueilli. C'est une hypothèse. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis, peut-être le savez-vous, le gouvernement italien avait jusqu'à hier minuit pour amender son projet de budget pour l'année prochaine. Ça dépense trop, dit Bruxelles, sauf que le gouvernement italien ne veut pas bouger. Et s'il faisait sauter l'Europe, on va se poser la question. Et puis on va s'intéresser aussi à l'interview que doit donner ce soir Emmanuel Macron à 20h chez nos confrères de TF1. Il sera en direct du porte-avions Charles de Gaulle. Que peut-il dire pour essayer de calmer la colère des Français, celle qui pourrait s'exprimer samedi prochain ? Eh bien là aussi, on s'interrogera avec nos 4 invités. Bonsoir Judith Weintraub. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine et on vous retrouve régulièrement sur de nombreuses chaînes d'information continue, comme votre voisin André Berkoff d'ailleurs, écrivain, journaliste. Vous êtes aussi l'animateur de la quotidienne 12-13h chez nos confrères de Sud Radio. Et votre dernier livre, Donald Trump, les raisons de la colère, a été publié aux éditions First. On rappellera que vous êtes toujours, à ma connaissance, le seul journaliste français à avoir interviewé Donald Trump. Et j'entends le rester. Et vous entendez le reste. J'ai donné mes instructions en ce sens. Bon, très bien. C'est dire que vous êtes un homme influent. Mathieu Aron est là aussi. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes grand reporter et conseiller éditorial à l'Obs. L'Obs qui n'est pas encore sorti puisque le journal sort demain. Votre dernier livre, Grande plaidoirie des ténors du barreau, a été publié aux éditions Mareuil. C'est aussi un grand succès au théâtre avec Richard Berry. À partir du mois prochain, on pourra le retrouver au théâtre Comédia, c'est bien ça. Tout à fait. Et puis Alexis Lacroix est là aussi. Bonsoir Alexis. Bonsoir Guillaume. Vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express. L'Express qui lui est sorti et qui nous régale cette semaine d'une couverture sur Brigitte Macron et le rôle qu'elle joue. Incroyable. Votre dernier livre, J'accuse, 1898-2018, Ne porte pas sur Brigitte Macron. de l'antisémitisme. Rassure Mais non, vos sur un auditeurs. sujet autrement plus grave, et il a été publié aux éditions de l'Observatoire. On commence par l'interview du Premier ministre. Édouard Philippe était ce matin chez nos confrères d'RTL, donc dans la perspective du mouvement des Gilets jaunes de samedi, il a essayé de calmer les Français. On va l'écouter. Ce matin, c'était Noël en novembre. Première mesure, nous allons développer massivement la prime à la conversion automobile. Aujourd'hui, vous avez des primes à la conversion, elles peuvent monter à 2 000 €. Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super prime soit créée qui permettra de passer à 4 000 €. On va augmenter le chèque énergie. Nous allons développer la prime à la conversion, mais cette fois-ci non pas automobile, mais des chaudières, pour faire en sorte que les Français puissent là aussi se libérer de cette contrainte extraordinaire d'utiliser le fioul pour se chauffer. Alors, c'est un montage, réalisé par Charlotte Darche. Ce n'est pas en direct le Premier ministre qui balance comme ça ces mesures par rafale. Il y en avait une encore, je crois, qui était celle de l'augmentation du barème kilométrique pour les gens qui déclarent leurs kilomètres pour les faire passer en frais professionnels. Alexis Lacroix, est-ce que vous pensez que ça a rassuré les Français qui s'inquiétaient pour leur pouvoir d'achat ? En tout cas, si vous voulez, sans jouer les Madame Soleil, parce qu'on verra bien samedi lors de la première mobilisation de ces Gilets jaunes. Après tout, elle s'annonce quand même comme assez coriace, je crois. Néanmoins, là, c'est une parole de responsabilité. Il a prononcé d'abord, il a énoncé les mesures qui viennent d'être rappelées dans votre sujet, et il a prononcé, je crois, quelques paroles assez apaisantes. Suffiront-elles ? Ça, c'est la grande question. Mais quand même, il y a aussi une deuxième partie du match qui va se jouer, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Guillaume, ce soir, en direct du Charles de Gaulle. C'est le président de la République, donc c'est le cran au-dessus qui va peut-être tendre une main fraternelle à ces Français en colère, en tout cas essayer d'apaiser leur colère. Toujours est-il qu'ils se débattent, et ça c'est, disons-le rapidement, pour l'intelligibilité de ce débat actuel, ils se débattent dans une sorte de double bind, parce que d'un côté, il est vrai qu'il faut écouter la protestation de ces millions d'automobilistes qui focalisent ou qui cristallisent leur mécontentement sur cette question
de la taxe Mais carbone. il ne faut pas non plus reculer trop en revenant sur les taxes. Mais il l'a dit, d'ailleurs, Édouard Philippe l'a dit, et je pense que ce n'est pas que dans sa bouche du wishful thinking. Ils ne peuvent pas abandonner la transition écologique, c'est pas possible. La transition écologique, elle est au cœur d'une des promesses du candidat Macron, et elle est aussi au cœur d'une, disons, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, mais elle est au cœur de la modernité politique. Eh bien, au moins, c'est S'ils clair. disent la transition Merci. écologique, finalement, on s'en fout parce qu'on a peur des automobilistes, alors là, je vais vous dire, le déni que ça représenterait par rapport à leurs promesses serait absolument terrible, et sans doute beaucoup Et plus terrible ils y que parleraient encore l'obstruction plus. de la France par quelques mécontents. Donc vous avez été plutôt convaincu par Édouard Philippe. On vous pose la question sur Twitter, hein, à vous, chers internautes qui sommes en train de nous écouter. Il y a encore un petit peu de chemin pour qu'ils soient convaincus, puisque vous êtes 81% à nous dire non, nous n'avons pas été convaincus par les mesures. représentatif, c'est ça Mais que ce vous qui êtes est en train de vrai, me dire. ce qui est vrai, c'était que c'était avant qu'on écoute Alexis Lacroix. Donc peut-être qu'on a changé d'avis. Alexis Mais- Lacroix va tout bouleverser. Et Vous savez vous- que là, Guillaume, il se lâche de Et plus en vous, plus. Hein. et vous, il est André, bon, il est très et bon. vous, André Berkoff, est-ce que vous avez été moi, convaincu après par avoir Édouard écouté Philippe? Alexis Lacroix, je suis assez content parce que j'entends toujours le chuintement Du pouvoir. le chuintement De l'élite. non, de la brosse à bulle. reluire et une jolie brosse à reluire. Je m'explique. Alors là, mais j'adore Tu Alexis te Lacroix. trompes sur moi, tu te Non, trompes sur non, moi non, parce que je me trompe pas du tout plus sur- éloigné de la Macronie que moi, il n'y a pas. Hein. Non, mais allons. Alors, Le au-delà problème de n'est pas là du cette tout. attaque Revenons au assez véritable personnelle, cher problème. André Berkoff, Oui, je vais vous qu'avez-vous dire. pensé? D'abord, je trouve assez hallucinant que le brave Édouard Philippe donne des choses, mais alors que ne l'eût-il donné avant? Pourquoi aujourd'hui, selon la menace évidemment de ce qu'il sent arriver, et de ce qui est arrivé, je ne sais pas si ce sera massif ou pas, on ne va pas jouer Madame Soleil, il est évident que quelque chose se passe, mais moi je suis fasciné par ces gouvernants qui quand même donnent ici une impression, excusez-moi, de panique. Car s'il n'y avait pas la panique, si c'est ce qu'il dit, pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt ? Puisque c'est faisable, puisque c'est gérable, puisque c'est comptable, pourquoi n'a-t-il pas dit plus tôt qu'il pouvait faire la prime à ceci, la conversion à ceci, les primes à cela et aider? Ça, c'est typiquement l'erreur tragique de ces braves gens. Attention, de gauche comme de droite, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que le gouvernement Macron qui est responsable de ça. Il y a quand même un problème qui est grave, qui est qu'il faut attendre que les gens, qu'une manifestation qui ne s'est pas encore passée, menace assez pour dire attendez, on lâche du lest, on va lâcher du lest. Si ce n'est pas un aveu de faiblesse, je voudrais savoir ce que c'est. Gilles Ventrouble, alors au moins servi à ça, cette manifestation des Gilets jaunes. Oui, mais le gouvernement, l'exécutif a un double problème en français. À mon avis, c'est un problème de crédibilité d'abord sur la réalité des sommes consacrées à la transition énergétique. Tous les Français ont compris qu'Emmanuel Macron ne baissait pas les dépenses, contrairement à ce qu'il avait promis. Donc, premier vice de forme. Quand Édouard Philippe se défend des chiffres qui sont inattaquables, à savoir que seul 20% de l'augmentation ira effectivement à la transition écologique, en disant « Mais regardez, le budget du ministère de la Transition écologique, c'est 34 milliards, et ça tombe très très bien parce que la hausse des carburants, c'est aussi 34 milliards. » Donc c'est bien la les taxes preuve. sur les carburants. Oui. Les taxes, bon, c'est quand même un argument un peu léger, donc problème de crédibilité eu égard au reste de la politique, qui quand même est du ras-le-bol fiscal, qui sert de décor à ce mouvement des Gilets jaunes, et puis un problème de réalisme, parce qu'on vous explique, à Matignon comme ailleurs, qu'on fait du signal-prix. C'est-à-dire qu'on veut décourager les gens d'employer les carburants les plus polluants en augmentant leur prix. Mais le signal-prix n'est efficace que s'il y a le choix. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui n'a pas le choix, soit d'utiliser ce mode de carburant, soit de pas du Oui, tout. il est rare d'avoir deux chaudières, une au gaz et une au Voilà, fioul chez soi. et il est rare de préférer D'avoir sa deux vieille, voitures aussi. sa vieille voiture, ou même de préférer sa vieille voiture diesel quand on a un train à proximité ou enfin des transports Il collectifs faut sous quand même quelque dire un forme mot sur que ce la soit. dieselisation Donc, a été une folie. Et dont ce d'ailleurs- mot que vous dont ne direz il pas a- tout de suite, cher Alexis Lacroix, car Ouais. Judith n'avait pas terminé. merci. pardon. En fait, je En voulais fait, vous juste aviez dire, terminé. donc c'est Eh ben, ça va nous permettre problème de d'entendre. crédibilité, Ça va problème nous de permettre réalisme. d'entendre très bientôt Mathieu Aron et avant cela nos internautes avec leurs commentaires, avec Élan sur le Figaro.fr qui nous dit c'est une grosse blague d'Édouard Philippe. Je verse une prime avec l'argent des autres pour en aider certains à payer une taxe. Antimac est assez d'accord. On nous met des taxes puis on nous annonce des mesures compensatoires. Où est la cohérence ? Et M. Babineau nous dit, sur le fond, le gouvernement ne recule pas, c'est de la com. C'est assez juste, Mathieu Aron, finalement. Tout ce qu'on pouvait attendre de concret du Premier ministre, c'était de renoncer à cette taxation nouvelle, et ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que le dispositif annoncé
va plutôt effectivement dans le sens de la transition écologique. Donc c'est un dispositif qui n'est pas inintelligent, mais c'est un dispositif totalement inaudible. Je crois que ça ne sert strictement à rien, ce qu'a fait Édouard Philippe ce matin. Ça ne sert à rien parce qu'il est face à des gens qui sont en colère et qui ont une envie profonde, c'est de manifester leur colère. Donc quoi qu'on leur annonce aujourd'hui, quoi que le président Macron, sauf s'il revient surtout et s'il dit qu'il baisse effectivement toutes les taxes sur les carburants, ce que je ne pense pas, il ne le fera pas. À partir de là, il y aura cette colère qui va s'exprimer. Et je crois que dans cette colère s'exprime non seulement effectivement la réaction des gens vis-à-vis de la hausse des taxes sur les carburants, mais bien d'autres choses. Et ce que paye aujourd'hui Emmanuel Macron, incontestablement, c'est le début de son septennat, c'est le fait d'être apparu comme le président des riches. Donc on a d'un côté quelqu'un qui est apparu comme ça, comme le président des riches, et en face des gens qui voient les carburants qui montent, qui voient que c'est cher de se chauffer, cher de se déplacer. Et à partir de là, quelles que soient les autres mesures qui existent par ailleurs, comme le fait qu'effectivement beaucoup de Français, en tout cas les salariés, aient vu leur bulletin de salaire monter au mois d'octobre, et personne ou presque ne l'a remarqué. Avec la baisse parce que des charges. Voilà. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a des gens mécontents qui ont envie de le faire savoir, et dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voir quelle va être la hauteur du mécontentement, et ça, on n'en sait rien, et on le verra à partir de samedi. Nicole nous dit pourquoi est-ce que Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont laissé la SNCF fermer les petites lignes, allusion aux propos de Judith Ventraube. Et puis le Premier ministre ce matin, il a parlé du bololo. Alors est-ce que vous saviez ce que c'était que le bololo? Non, mais on l'a appris depuis, on s'est renseigné. Oui. Voilà, donc le bololo, c'est un mot africain pour désigner une forme de désordre. Mais finalement, avec le recul, est-ce que, André Percot, vous pensez que Édouard Philippe aurait mieux fait de ne rien annoncer parce qu'on se dit que tous les gens qui ne vont pas profiter de ces mesures-là vont être encore plus mécontents? Écoutez, moi, je n'aime pas beaucoup la communication, mais là, on va parler de communication. Ce qui est quand même hallucinant, dans ces cas-là, il se passe ça, qu'ils attendent de voir ce qui se passe, qu'ils attendent de voir ce que donnera le 17, et à ce moment-là, on réagit. Quand on commence à dire... On parle, voilà, on va faire ceci, transition écologique, beaucoup de choses à dire sur la transition écologique d'ailleurs, qui a bon dos. Mais enfin, ça c'est un autre problème. Mais à partir du moment où il commence à dire, attendez, on va faire ça, on va faire ci, eh bien, Macron avait commencé, on va commencer à dire un certain nombre de choses, mais qu'est-ce qu'il croit, et là je rejoins Mathieu Aron, qu'est-ce qu'il croit qu'ils vont arrêter? À partir du moment où il faut dire que Chardon disait que l'amour c'est beaucoup plus que l'amour, là les carburants c'est beaucoup plus que les carburants, la colère. Ça c'est sûr. C'est quelque chose qui est la goutte de fioul qui fait déborder le vase. Ça on l'a dit. Voilà. Justement, quand tu prends en compte ce que Mathieu a dit, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une cristallisation. Non mais c'est l'occasion de cristalliser une colère qui finalement n'a rien à voir. Tu fais tout pour diviser l'ennemi. Tous les gilets jaunes ne sont pas des paranoïaques populistes. Certains sont simplement des gens qui expriment une exaspération éventuellement passagère. Donc si tu... Mais attends, quand tu fais de la politique, tu alors qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai pas compris. Eh ben, tu lâches du lest face à l'ennemi. Mais justement, tu fais exactement ce qu'il a fait. Tu fais exactement ce qu'il a fait. Donc vous pensez que c'est plutôt... Mais bien sûr, tu essayes de diviser l'ennemi. Il y a des radicaux comme Berkoff qui sont des gilets jaunes inexpiables. Et puis tu les encourages. Et t'en as d'autres. André Berkoff dort avec son gilet jaune. Non, et vous en avez d'autres qui sont plus modérés et qui vont comprendre que le Premier ministre et le Président sans doute ce soir font des gestes à leur endroit. Sur la popularité quand même, juste pour... Et ce sera le mot de la fin sur ce sujet. Oui, pour répondre à Mathieu Aron, l'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron est impopulaire, c'est que ces réformes n'ont pas produit de résultats sur le terrain où on les attendait le plus, c'est-à-dire le chômage et la création d'emplois. Un an, Judith. Patientez, nous dit Alexis Lacroix, qui n'est pas pour autant un soutien d'Emmanuel Macron, en tout cas pas systématique. C'est un anti-macroniste, j'ai jamais vu un anti-macroniste aussi fort qu'Alexis Lacroix, ça me fait plaisir. Cette espèce d'extrémisme anti-Macron, mais moi ça me fait plaisir de voir ça, un vrai extrémiste. Alors il y en a un autre qui est assez franchement anti-Macron, c'est Donald Trump, qui nous a régalé hier de ce qu'on appelle aux États-Unis le Morning Tweet Storm, c'est-à-dire la tempête des tweets du matin. Le président américain, une fois rentré à Washington, après son séjour en France, a expliqué que Emmanuel Macron était très impopulaire parce que le chômage en France était élevé, que les Français apprenaient l'allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale avant que les Américains ne viennent les sauver et que de toute façon, ils refusent d'importer du vin américain. Tout ça, évidemment, ce sont des réponses à l'accueil un peu frais
qui lui avait été réservé pour les cérémonies du 11 novembre. Peut-être donc que c'était justifié, cette réaction. En tout cas, ce n'est pas du tout l'avis de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui accuse, en anglais dans le texte, un manque de décence. Regardez. Je vais reprendre en 2 mots sur ces tweets. Hier, c'était le 13 novembre. Nous commémorions l'assassinat de 130 de nos compatriotes il y a 3 ans, à Paris et à Saint-Denis. Et donc je vais répondre en anglais. Common decency aurait été de bonne loi. Judith Weintraub, bon, c'était peut-être pas le jour pour ces réactions, ça, on laisse ça à l'appréciation des internautes qui nous suivent, mais sur le fond, est-ce que Donald Trump avait raison de taper du poing sur la table comme ça ? Bon, la forme est évidemment très discutable. Bon, c'est du Trump, on est habitué. C'est quand même Emmanuel Macron qui a ouvert les hostilités. Quand il a parlé de cette armée européenne dont l'une des vocations serait aussi de nous protéger contre les États-Unis, la Chine, la Russie. Alors après, on a eu des communiqués de l'Élysée nous expliquant qu'on avait mal compris, qu'il s'agissait du cyberespace. Mais en fait, il s'agissait vraiment d'une armée européenne et destinée à nous protéger contre les États-Unis. Donc c'est vrai que Donald Trump peut mal le prendre, étant donné les efforts que les États-Unis fournissent pour nous protéger du terrorisme, qui reste notre ennemi commun. Je lisais que depuis le 11 septembre, les États-Unis avaient investi plus de 2800 milliards de dollars dans la lutte antiterroriste. L'Europe ne peut pas en dire autant. André Bas, comme je le disais, vous êtes le seul journaliste français à avoir jamais interviewé Donald Trump. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Mais écoutez, moi, il m'avait parlé, juste je voudrais revenir là-dessus, quand je l'avais vu il y a 2 ans et demi, non, c'était avant, c'était au moment des élections des Républicains, hein, il m'avait parlé du Bataclan, longuement. Quand Benjamin Griveaux, aujourd'hui, parle de common decency, il faudrait qu'il se regarde dans la glace. Car on eut aimé... Il faut le dire, c'est Orwell. Oui, je sais, c'est une expression orwellienne. Oui, je sais, mais Orwell, c'est Orwell, et Grimaud, c'est Grimaud. Et Griveaux, c'est Griveaux. Orwell, c'est Orwell. Hein. Ne confondons pas les torchons et les serviettes. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on parle de common decency, on eût aimé qu'Emmanuel Macron, qui se produit partout, qui a fait son itinérance mémorielle, accompagne hier. Il y a eu plusieurs défilés, il y a eu plusieurs manifestations pour commémorer le 13 novembre. Macron n'y était pas. Or, il adore les commémorations. On aurait aimé qu'il y ait. Alors, common decency. Deuxièmement, juste pour Trump. Et c'est pas pour le défendre, c'est quelqu'un de mal élevé qui mange avec les doigts, tout ce que vous voulez, etc. Il n'empêche, il y a eu l'armée européenne dont a parlé Judith. Mais il y a autre chose. Voulu. La personne qui a chanté, qui s'appelle Angélique Kidjo, qui a chanté cet hymne africain. Chanteuse béninoise. Chanteuse béninoise, a été à Washington. Et alors, la première à manifester contre Trump sur les institutions. Elle a été très en pointe. Dans tous les médias américains, elle disait Trump est un tyran, Trump est un dictateur, etc., etc. Choisir, je veux bien, mais ce n'est pas par hasard qu'on ne me dise pas que personne n'a dit à Emmanuel Macron qu'Angélique Kidjo le présenter devant Trump, c'était un peu... Et troisièmement, c'est comme ça, CNN. Comme par hasard, Macron donne une interview à CNN qui est l'ennemi juré de Trump. Donc, on ne peut pas dire que tout ça a été extrêmement accueillant. Alors, lui répond à sa manière, qui est une manière effectivement très brute de décoffrage. Mais enfin, il faut le rappeler, ça. On vous pose la question sur Twitter. Hein. Soutenez-vous les critiques faites sur la France et sur Emmanuel Macron par Donald Trump ? C'est assez équilibré. Vous êtes une majorité à dire que non, mais quand même, on sent que ça vous intéresse quand même et que vous n'êtes pas totalement dans la condamnation. Mathieu Aron, vous croyez, par exemple, que sur ce sujet de la chanteuse béninoise, donc qui a été intervenue pendant la commémoration, donc devant Donald Trump, vous pensez que c'était fait exprès par Emmanuel Macron, que l'objectif était de provoquer Trump ? Alors je vais vous dire, j'en sais rien du tout, je vais être tout à fait franc avec vous. En revanche, moi je pense que Donald Trump, même s'il mange avec ses doigts, quelque part il rend service à Emmanuel Macron. Je pense qu'il lui rend le meilleur des services aujourd'hui, parce que on a un président de la République qui a un gros problème de popularité dans son pays. On a un président de la République qui avait perdu quelque peu de crédibilité ces derniers mois. Or là, il se retrouve la cible de Donald Trump. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, ça lui donne un statut particulier. Là-dessus, je pense que Emmanuel Macron pourrait se saisir de ce moment. J'entendais ce matin Dominique de Villepin sur France Inter, qui disait quelque chose que je trouvais assez intéressant, qui expliquait que dans la campagne européenne et dans les mois à venir, Emmanuel Macron avait peut-être intérêt à essayer de fédérer l'Europe.
contre les ennemis de l'Europe, ou contre les gens qui ne sont pas forcément les meilleurs amis de l'Europe, pour le dire plutôt comme ça, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire la Russie, mais c'est aussi notre meilleur ami, les États-Unis. Et qu'à partir de là, plutôt que de dénoncer les nationalismes européens, les populismes européens, ils pouvaient voir comment un esprit européen pouvait se révéler face aux autres grands continents. Je dis ça aujourd'hui. Ce matin, j'ai lu dans un très bon journal, le vôtre, le Figaro, cette note de la DGSI qui explique pourquoi, effectivement, les États-Unis d'Amérique continuent, parce que c'est pas nouveau, continuent à espionner, effectivement, toutes les grandes entreprises européennes et françaises en particulier. Comment on sait qu'à travers une extraterritorialité de leurs droits, les États-Unis continuent à exercer une forme de domination économique sur le monde? Voilà des choses qui ne sont pas inintéressantes, dont pourraient peut-être s'emparer Emmanuel Macron et certains Européens. Alors, vous disiez que vous aviez écouté Dominique de Villepin ce matin sur France Inter. Eh bien, nous aussi. Et il se trouve qu'il est revenu sur ses tweets. On lui a posé la question, quel est leur objectif à votre avis? Et pour lui, c'est clair, il s'agissait de répondre à ce que l'ancien Premier ministre appelle une humiliation. Il y avait un deuxième objectif qui est sans doute répondre à l'humiliation qu'il a ressentie pendant ces cérémonies. À la fois de ne pas être au centre de ces cérémonies, alors que manifestement, on le voit dans ses tweets, pour lui, le grand acteur de tout cela, Première Guerre et Deuxième Guerre, ce sont les États-Unis à qui la France doit tout, devrait tout. Il y a un autre élément d'humiliation qui est la mise en cause du nationalisme américain par le président français. Alexis Lacroix, on a humilié Trump d'une certaine manière le 11 novembre. Le mot humiliation, il est trop fort. Dominique de Villepin, pourtant, je crois, lui, il me semblait connaissait la langue française, mais là, à mon avis, il n'utilise pas le bon mot. Non, en revanche, il a été, c'est vrai, un peu relégué symboliquement. Mais pour la raison que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la tête du président, il se rend bien compte que jouer le rempart européen contre les Salvini et les Orban, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'ils vont faire, c'est à l'approche des échéances de ces élections européennes si importantes, il va se poser en rempart de l'idée européenne contre tous ses ennemis extérieurs. Et évidemment, ce qui a été ressenti comme une humiliation, là pour le coup, ce n'est pas le statut symbolique du président américain dans le périple mémoriel qu'on évoquait à l'instant, ce n'est pas ça. C'est le fait que, évoquant cette armée européenne à venir, il ait englobé les États-Unis parmi les nouvelles tyrannies potentielles qui sont un danger pour le modèle européen, pour le modèle européen démocratique et humaniste. Et à titre personnel, je pense que pour le coup, pardon d'employer une expression américaine un peu vulgaire, mais ça, pour le coup, dans la bouche de Macron, c'est too much. On ne peut pas mettre sur le même plan la Chine ou la Russie actuelle et les États-Unis, même gouvernés par l'ami d'André Berkoff. Voilà. André Berkoff. Je rappelle quelque chose quand même, une petite phrase, c'est qu'il a parlé de l'OTAN, hein. Il a dit c'est très bien l'armée européenne, mais peut-être pourriez mettre un peu plus d'argent dans l'OTAN. Je rappelle que les Américains mettent 1605 milliards, 3,2% du PIB financer l'OTAN. La France est moins de 2%, et l'Allemagne aussi. Donc, quand il dit, écoutez, vous pourriez peut-être mettre un peu plus de contribution, c'est très joli, mais on est très content de voir l'OTAN. Moi, je ne suis pas le problème. Et alors, quand vous parlez, vous dites, il a rendu service au président Macron. Il aurait pu rendre service au président Macron si l'Europe existait. Mais de quoi on parle? Quelle Europe? L'Europe de Orban? Vous croyez qu'elle est plus avec Macron qu'avec Trump? L'Europe de Salvini? L'Europe des Tchèques et des Slovaques? L'Europe est aujourd'hui, et heureusement qu'il y a l'euro, mais l'Europe, enfin disons-le, il y a un processus de désintégration de fond. Alors, d'un côté, vous dites « Ah, ces salauds de populistes, c'est lépreux populistes, disait Macron. Il veut les réunir maintenant, c'est lépreux populistes. » Enfin, soyons sérieux. Ou vous voulez réunir l'Europe et vous acceptez l'Europe telle que les peuples européens ont élu leur leader, ou alors vous ne l'acceptez pas. C'est pour ça que tout ça, c'est de la rhétorique et qui s'arrête là. Je ne crois pas. Alors, moi, je dirais pas de la rhétorique, je dirais de l'improvisation. Parce que cette histoire d'armée européenne, donc il s'agit bien d'une armée au sens concret et pas du tout virtuel du terme, n'a l'approbation d'à peu près personne. Angela Merkel a dit qu'elle l'approuvait, mais elle n'a pas approuvé l'initiative européenne de défense, qui est quand même un geste concret et à la base qui doit servir de cadre à une défense européenne plus coordonnée. Mais en plus, Jean-Yves Le Drian, quand il inaugurait la chaire de stratégie
à la Sorbonne en 2016, a dit explicitement, plutôt que de fantasmer sur une armée européenne imaginaire, il faudrait commencer par manifester davantage de solidarité entre Européens. Arnaud Danjean, qu'Emmanuel Macron avait chargé d'un rapport sur la stratégie, a dit que c'était ni fait ni à faire. Et je pourrais continuer longtemps, par exemple, par Jean-Christophe Lagarde, qui est censé être plutôt bienveillant, le centriste, vis-à-vis Oui, mais élargis la perspective. C'est schmittien. Non, mais la réflexion de Macron est schmittienne. C'est l'idée qu'on existe en désignant des ennemis. Voilà. Et aujourd'hui, Macron a l'idée qu'il va désigner les ennemis de l'Europe. Donc c'est de la gesticulation. Non, c'est de la politique. C'est improvisation, gesticulation, ça s'appelle. Il a l'idée qu'on va désigner les ennemis de l'Europe et lui permettre donc de fortifier son existence chancelante. C'est de la politique selon Carl Schmitt, c'est-à-dire vous vous définissez vous-même. Et c'est pas du bricolage. Non, c'est du bricolage devant Monsieur Bricolage. Mais vous rigolez parce que vous êtes terre à terre. Mais vous fortifiez vous-même en définissant vos ennemis. Or aujourd'hui, Macron, là, il n'a pas tort de dire effectivement l'ennemi de la France. Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait tort d'y inclure l'Amérique, mais il n'a pas tort de dire la Chine et la Russie ne veulent pas que l'Europe advienne à une existence souveraine. Ça, c'est vrai. Et donc Macron va jouer ça dans les mois qui viennent. Et donc c'est de la politique. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous reconnaissez que c'est de la politique. Mais bien entendu, l'Amérique ne va pas rentrer. Il serait stupide d'imaginer même un instant cette possibilité en guerre demain contre l'Europe, en guerre conventionnelle contre l'Europe. Oui, mais l'Amérique est en guerre contre l'Europe. L'Amérique est en guerre contre l'Europe sur un plan économique. Bien sûr. C'est une évidence. Et les décisions qu'a pu prendre Trump sont des décisions qui, effectivement, impactent considérablement notre économie, donc notre manière de vivre. Oui. Quand, effectivement, Trump décide d'établir un embargo sur l'Iran et que les plus grandes sociétés françaises, qui avaient de remarquables marchés, qui permettent d'avoir, effectivement, pour nos industries, une capacité de développement important, sont obligées de plier bagages, ça a des conséquences importantes. Ce n'est pas exactement ce que j'appellerais un geste amical. Attendez, donc je pense, pour terminer, qu'il ne faut pas... J'entends ce que vous dites, mais qu'il ne faut pas avoir de naïveté vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Mais attendez, avec qui on partage plein de grands principes, et en particulier la démocratie, mais qui sont aussi des concurrents. Il ne faut pas non plus avoir de naïveté par rapport à l'État européen. Parce que je vais vous reprendre, c'est quand même très intéressant. Vous avez posé l'exemple parfait. Quand il y a eu justement la rupture de l'accord par Trump avec l'Iran. Absolument. Bien. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Et tous les autres ont dit, bon, il est le moment, ça a été la même chose. Macron rend service, Trump rend service à Macron. Macron a dit, eh bien l'Europe va montrer qu'elle va tenir le coup. Quelle est la première qui n'a pas tenu le coup, qui a dit, attendez, t'es bien gentil mon petit Macron, mais moi mes voitures, je vais les vendre aux États-Unis? C'est Madame BSA, Madame Merkel et compagnie. C'est-à-dire que votre construction... Et très bien, c'est du wishful thinking, mais ça ne tient pas une minute devant les réalités. On va en parler de l'Europe, ça tombe bien. D'un mot. Avec l'Italie. D'un mot qui sera le dernier, cher Mathieu Aron. Je réagissais juste à ce que vous disiez de la vision que vous aviez des États-Unis. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Oui, au jour d'aujourd'hui, sur une question comme celle de l'Iran, l'Europe ne possède pas les outils qui lui permettent d'avoir une monnaie comme le dollar, qui est la monnaie des échanges internationaux. Il n'empêche que le ministre allemand de l'économie a fait des propositions dans ce sens-là, et que ces propositions sont totalement soutenues par Bruno Le Maire, qui, de sa bouche même, nous a dit qu'il en avait un peu marre que les États européens soient vassalisés, c'est son terme, par les États-Unis. C'est tout ce que je reprenais. Voilà. Oui, mais personne ne fait rien pour dévassaliser. Je laisse le dernier mot à nos internautes, à Nicole qui nous dit une armée européenne pour l'interrogation, mais qui va commander et qui va payer? Ce sont deux excellentes questions. Deux excellentes questions. Monsieur Babineau trouve que Berkoff a raison, qu'une Europe unie c'est un mirage. Et on va en reparler dans quelques instants avec le cas italien. Et puis, un petit mot d'Antimac qui nous dit Trump est peut-être grossier, mais Macron a été très maladroit. Et R34 aussi, évidemment c'est un pseudonyme, renvoie dos à dos les deux hommes en disant Trump s'est conduit comme un gougnafier conquérant et Macron n'avait pas à le cibler presque nommément dans son discours, surtout en ce jour de 11 novembre. C'est le « en même temps ».
L'Europe, on continue à en parler avec le budget italien. Ça a l'air un peu technique, mais c'est extrêmement important. Je vous rappelle les épisodes précédents. Le nouveau pouvoir en Italie a prévu un budget 2019 avec un déficit de 2,4% du PIB contre 1,8% cette année. 2,4%, c'est beaucoup plus que ce que Bruxelles avait demandé à l'Italie, sachant que l'Italie est l'un des pays les plus endettés de la zone euro. Donc la Commission avait dit, vous avez jusqu'à hier soir minuit pour changer votre copie. Eh bien les Italiens, ils ne changeront rien du tout. Luigi Di Maio, qui est à la fois le vice-président du Conseil italien et l'homme fort du mouvement 5 étoiles, l'a confirmé hier à Rome. La manovra per quanto ci riguarda non cambia né nei saldi né nella previsione della crescita, perché è la nostra convinzione ed è nostra convinzione che questa manovra è quello che serve al Paese per ripartire. André Berkoff, les Italiens ont raison de ne pas céder. Écoutez, il me souvient d'un certain Pierre Moscovici, vous avez entendu parler de Pierre Moscovici, qui, il y a 3 ou 4 ans, disait, écoutez, on n'est pas à 3%, mais vous n'allez pas nous embêter. Il ne le disait pas comme ça, mais il le disait presque comme ça, avec 3%. Effectivement, il était ministre de l'économie de François Hollande à l'époque. Exactement. Et il a dit, écoutez, ça va, les 3%, s'y reviendra. Vous n'allez pas, excusez-moi l'expression, nous carrer des pendules parce qu'on n'y est pas. Aujourd'hui, c'est intéressant. C'est pas son genre. Oui, non, c'est pas son genre du tout, le brave homme, Moscou. Et aujourd'hui, on dit 2,6, alors c'est formidable. Vous savez que c'est la première fois dans son histoire que l'Union européenne rappelle quelqu'un. Comme par hasard, l'Italie, comment ? Vous êtes à 2,6, vous n'êtes pas avec 2,6, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Encore une fois, moi, ce que j'adore, cette indignation sélective des 2 poids et 2 mesures. Alors, moi, j'aimerais que l'Union européenne... Aussi, parfois, hein. Bon, pas du tout, on est tous un exemple, cher macronien. Le problème, il est là. Pourquoi, encore une fois, à l'Italie ? Le mauvais pourquoi ? Parce qu'ils ont ces salauds de populistes. Comment ? Ils ont voté mal, et ben on va leur faire comprendre qu'un peuple n'a pas à voter mal. Donc, d'où le résultat. Et je crois franchement qu'ils vont s'asseoir dessus. Et qu'est-ce que ça va faire ? Alors là, on va voir les conséquences. Oui, parce que c'est quand même un précédent un peu fâcheux. Mathieu Aron, c'est la première fois hein, que on dit comme ça non aussi ouvertement à la Commission, parce que ça peut avoir un impact sur tous les pays de la zone euro, parce que ça peut faire peur aux gens qui nous prêtent de l'argent. Alors, ce n'est pas la première fois quand même qu'un pays manifeste son bonne opposition vis-à-vis de l'organisation européenne. Voilà, sur le budget. Bon, mais précisons. Voilà. Alors, d'abord, il faut budget. voir comment l'organisation, justement, comment la Commission va les rappeler à l'ordre. Parce que j'ai cru comprendre que ces dernières 24 heures, les Italiens étaient en train d'habiller leur demande. C'est-à-dire que plutôt que de la présenter comme une demande comme ça massive, on explique aujourd'hui que ça s'explique aussi parce que le pont de Gênes a été détruit, parce que effectivement l'Italie a connu, ce qui est vrai, des conditions climatiques qui ont entraîné un déficit considérable, donc il y a une partie exceptionnelle. De graves inondations le mois dernier. Moi, je ne suis pas trop inquiet de la réponse européenne et de l'opposition qu'il y aura entre l'Italie et la Commission européenne. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de l'Europe elle-même, il y a les marchés financiers. Et effectivement, on peut supposer que l'Italie aura plus de difficultés, compte tenu de ses choix économiques, à emprunter à un taux qui est déjà élevé, très élevé pour l'Italie, et que demain il risque d'être encore plus élevé. Donc je crois que ce sont plutôt les marchés financiers et à quel taux de crédit on va mettre la dette italienne qui diront les choses plutôt que l'Europe elle-même dans cette histoire. Absolument. C'était ce qui s'était passé avec la Grèce d'ailleurs. Hein, oui, Judith, tout à fait. Et puis en Grèce, Tsipras avait tenté le bras de fer et il avait très vite compris qu'il n'y avait pas de voie possible. Enfin si, la voie c'était de la sortie de l'Europe en acceptant les conséquences. Or, l'Italie n'a pas envie de sortir de l'Europe. Et l'Europe n'a pas envie. Ni même de l'euro d'ailleurs. Et ni même de l'euro. C'est pas la Grèce. Ni même de l'euro. Et puis surtout, l'Europe n'a pas envie de perdre l'Italie et n'en a pas les moyens. On est dans une configuration tout à fait différente. On a des élections européennes où tous les partis dits populistes et nationalistes menacent de faire des scores très importants. Tous les sociaux-démocrates, ou presque, sont laminés. Et quant au mouvement centriste, puisque Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'En Marche allait rejoindre le groupe
centristes européens sont en très grande difficulté. Angela Merkel est extrêmement affaiblie. Les circonstances plaident vraiment pour un statu quo. Et d'ailleurs, les statuts européens en donnent la possibilité, puisque la procédure pour déficit excessif, bon, ça peut être ouvert apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'ici fin janvier. Mais ensuite, il faudra attendre les élections, puis attendre qu'une nouvelle commission s'installe. Ça veut dire que d'ici à l'automne, en gros, l'Italie n'a pas grand-chose, à mon avis, à craindre. Sur Twitter, vous nous dites que oui, l'Italie a raison de ne pas changer son budget pour 2019. En tout cas, vous êtes 67% de ceux qui nous écoutent, on ne rappellera jamais assez que ce n'est pas un sondage, à considérer cela. Et puis, il y a une sorte de chœur presque unanime contre ce malheureux Pierre Moscovici, qui est le commissaire européen qui suit ces sujets. Je vous le rappelle, Albert sur le Figaro.fr nous dit « Pendant des années, la France n'a pas respecté les règles et Moscovici ose faire la leçon. Moscovici, ex-ministre de Hollande, donneur de leçons à mourir de rire. » Et Nicole qui nous dit « Moscovici, un des plus mauvais ministres de l'économie et qui donne des leçons à l'Italie tout en accordant un satisfecit à la France. » Et R34 nous cite cette formule bien connue, cordonnier et maître chez lui. Oui, mais c'est faux. Vous voyez, vos auditeurs sont des gens très respectables, mais ceux d'entre eux qui s'en prennent nommément avec cette espèce de jouissance dans le bashing, dans l'outrage à Moscovici, font une erreur. Moscovici, d'abord, ça a été un très bon ministre de l'économie et du budget. Ça, c'est premièrement. Et puis là, aujourd'hui, il est dans son rôle. C'est-à-dire que c'est un peu l'homme du ras-le-bol fiscal aussi, non? Attendez, il n'était pas le seul, mais... Le fait de rappeler les règles austéritaires de l'Union européenne, il est dans son rôle. Ce n'est pas lui qui les a choisis, ce n'est pas lui qui les a édictés, et ce n'est pas lui qui a mandat de les faire respecter. Mais en revanche, ça m'inspire une réflexion plus globale. Pour rebondir sur ce que Judith dit sur les rapports de force, elle a absolument raison. Les sociodémocrates, les sociolibéraux, elle nous regardait d'ailleurs avec intensité, et les centristes, aujourd'hui, sont potentiellement menacés. Mais justement, c'est une raison supplémentaire de faire cette Europe avec un ennemi clair que Macron voudrait construire. Mais c'est aussi une raison supplémentaire de la libérer de la gangue austéritaire. Tant que l'Europe, dans la vision des peuples, M. Salvini, ses amis, ses nombreux amis, en France et ailleurs, se confond avec la gangue austéritaire, elle n'a aucune chance de regagner les esprits. Donc vous êtes d'accord avec les Italiens? Ils ont raison de refuser le budget d'austérité. Je pense qu'ils le refusent pour de mauvaises idées, mais je pense... Ils ont raison quand même. Attendez, non, c'est pas ça. Mais je pense que réduire... Ne vous rendez pas plus bête que vous n'êtes, Guillaume Broquette. Je pense que réduire l'Europe à la défense de l'austérité, c'est un piège. Et aujourd'hui, c'est un piège mortel dont il faut que les Européens sortent, sans doute en reconstruisant l'Europe avec d'autres partenaires qu'avec l'Allemagne d'Angela Merkel. Voilà. André Berkoff, Jean-Michel nous dit « N'oublions pas que le but des nationalistes européens est de fragiliser le plus possible l'Union européenne. » Peut-être qu'effectivement, il y a un objectif politique là, dans le gouvernement italien. Quelle Union européenne? Quelle Union européenne? Non, mais il faut revenir quand même, parce que c'est très bien de... On ne revient pas au traité de Rome quand même, parce que sinon on va être un peu long. Non, rapidement. Moi d'ailleurs, je vais vous dire, je ne vais pas faire de bashing, de Moscovici, il n'a pas besoin, le pauvre. Enfin, le pauvre, il est très 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 bien loti. Non, moi je suis content de savoir que dans une Union européenne, que quand même aujourd'hui, il faut le dire, et le radoter, et le répéter aux auditeurs et aux téléspectateurs du Figaro, c'est que dans cette Union européenne, l'Europe des 5, les 50 ans, nous avons encore 2 paradis fiscaux. Non mais on parle de quoi? On parle encore que dans ce pays, si j'ai beaucoup d'argent et je veux le mettre dans lieu sûr, je vais en Belgique, en tout cas, ou je vais au Luxembourg, où il y a l'admirable alcoolique anonyme Jean-Claude Juncker, encore un représentant admirable, formidable de cette Union européenne que vous voulez défendre contre les gens. Mais les gens n'en peuvent plus. Les gens ont vu cette espèce de plaisanterie totale, décenniale de cette Europe qui n'a rien fait. André Berkoff. C'est tout. Article 1 de toute philosophie politique républicaine et démocratique. Oui. Les majorités, les gens, comme vous dites, peuvent errer. Quand on sait ça, on ne dit pas comme vous, les gens, comme si c'était un argument d'autorité. Vous avez raison, Alexis Lacroix. Ces peuples, il faut les dissoudre, comme disait Bertolt Brecht. Ces peuples votent mal, ces peuples ne savent pas voter dans le sens que nous, élite, intellectuelle, des bons, des sachants, ils ne votent pas dans le sens, il faut les éliminer. C'est vrai, c'est un point de vue, Théoriquement, la Commission européenne peut prendre des sanctions financières contre les Italiens. C'est prévu par les traités jusqu'à 3 milliards d'euros. Vous pensez qu'elle le fera, Mathieu Aron? On verra bien. Hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi les Italiens ont besoin de cet argent.
C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux mécanismes financiers et on se dit ils vont éclater le budget, donc c'est pas bien. Pourquoi l'Europe a ce regard aussi négatif vis-à-vis du budget italien? C'est parce qu'on creuse les déficits, mais c'est aussi parce que la politique prônée en Italie ne satisfait pas des observateurs à Bruxelles. Bien sûr. Notamment un revenu universel, oui. une baisse des impôts, qui était dans le programme électoral de la majorité. C'est une baisse des impôts, c'est un revenu universel, c'est, si j'ai bien compris et lu, un abaissement, la possibilité de partir à la retraite plus tôt. Enfin, c'est toute une série de mesures. Alors, De on relance sait, par la de Relance relance par la consommation. Qui a échoué partout ailleurs. Mais bon. Alors, on nous explique que ça a échoué partout ailleurs. Il est possible que ça échoue systématiquement. Regardons. Moi, je pense qu'on a une... D'abord, je pense que quand on parle de l'Europe et quand on parle très vite, on dit les Italiens, Orban, etc. D'abord, il y a quand même de grosses nuances entre ces différentes politiques. Ce ne sont pas les mêmes hommes, etc. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que ce qui se passe en Italie, ce n'est qu'un nationalisme et un populisme qu'il faut, comme ça, d'un revers de la main, rayer des choses. Je pense qu'il faut aller regarder pourquoi cette politique est mise en place. Voilà. Et que donc il faut peut-être laisser et donner leur chance aux Italiens. Et puis s'ils ont envie de faire cette politique, allons-y. On n'est pas à 0,2% du budget. Il faut arrêter ça, quoi. Eh bien, on va arrêter ce sujet sur cette main tendue au peuple italien et à l'Italie. Pour reparler quelques minutes d'Emmanuel Macron, le président de la République sera donc en direct ce soir sur TF1 depuis le Charles de Gaulle, notre porte-avions, qui lui au moins ne pollue pas et ne réchauffe pas le climat puisqu'il est propulsé par une pile atomique. Est-ce que ce sera suffisant pour calmer cette grogne dont on parlait en début d'émission? Qu'est-ce qu'il doit dire, à votre avis, pour apaiser les Français? Judith Wentrop, si vous étiez son conseiller ou sa conseillère, que lui diriez-vous? Elle l'est d'ailleurs, elle l'est en fait, on le cache. Après, on demandera au conseiller officiel, qui est Alexis Lacroix, à en croire André Bercoff. Non, ce que je lui dirais. J'ai dit tout à l'heure pourquoi son discours me semblait voué à ne pas être cru, à être considéré comme insincère. Quand il se flatte quasiment d'être impopulaire parce qu'il a pris des réformes qui l'étaient, il travestit la réalité. Pendant la réforme de la SNCF, qui est grosso modo la plus grande réforme structurelle qu'il ait faite jusqu'à présent, il n'a jamais manqué de l'approbation majoritaire de l'opinion. Et c'était une première pour ce type de réforme. Donc les Français l'approuvent quand ils s'attaquent vraiment aux problèmes structurels de ce pays. L'ennui, c'est qu'il ne le fait pas suffisamment. Alors il y a des choses évidentes qu'il dit être en train de faire, comme par exemple la suppression des régimes spéciaux de retraite, l'alignement des régimes. Il ne s'est pas du tout attaqué au temps de travail dans la fonction publique. Enfin, il y a des pans entiers de réformes structurelles. Il le fera sans doute pas ce soir, d'ailleurs. Il le fera sans doute pas ce soir. Mais je pense qu'il ne peut s'en tirer dès lors qu'il n'a pas les résultats escomptés. Il ne peut pas dire aux gens... Attendez, ça viendra. C'est un discours qui serait inaudible. Donc il ne peut que s'en tirer en expliquant en quoi il a l'intention de continuer à transformer l'architecture de ce pays, puisqu'ils n'ont que le mot réforme à la bouche, qu'il les fasse et qu'il les explique. André Bercoff, Christophe, un de nos internautes, nous dit « On sait déjà ce que Macron va dire, ouvrez les guillemets, j'entends le mécontentement, mais, 3 petits points ». C'est assez juste, non ? Écoutez, si vous demandiez à Judith Wentrop ce que vous souhaitiez que Macron dise ce soir, je vous répondrais rien. Pourquoi rien? Il est arrivé avec un grand espoir. Il ne s'agit pas, moi je ne parlais pas de manichéisme, rien. Il est arrivé avec un grand espoir et beaucoup de gens l'attendaient pour réformer, effectivement. On sait très bien qu'il y a des réformes à faire. On sait très bien qu'au-delà de l'ancien monde, nouveau monde, il y a des choses à faire pour réformer ce pays. C'est pas nouveau. Et il arrivait avec un vrai espoir. Et il arrivait avec quelque chose. Et je pensais qu'il allait le suivre, lui-même le disait, la parole rare. C'est-à-dire, contrairement à François Hollande, qui parlait tout le temps, à tout le monde, et qui était le commentateur, d'ailleurs vous devrez l'amener au Figaro Live, il serait génial. Emmanuel Macron, mais vraiment, il serait parfait. Voilà. Non mais Emmanuel Macron avait dit, moi je ferais, enfin c'était Jacques Pilan qui parlait de la parole rare, hein, c'est pas nouveau, mais il avait fait ça, et on se disait, et là je rejoins, il fait les réformes, il commence à les faire. Et quand le résultat, et c'est vrai que ça prend du temps, on le comprend très bien, ça se fait pas, c'est pas un lapin qu'on tire du chapeau, à ce moment-là, il parle. Et là, d'un coup, itinérance mémorielle, etc., il est devenu loquace, il est devenu
bavard, il est devenu... Et les gens, pourquoi? Pour lui, il ne croit plus. Les gens ne l'écoutent plus. En tout cas, beaucoup de gens ne l'écoutent plus, alors qu'ils l'écoutaient au départ. C'est dommage. Alexis Lacroix, vous pensez qu'il ferait mieux de ne pas parler? Le conseil de Pilon reste valable, je suis d'accord avec Berkoff sur ce point. On rappellera que Jacques Pilon était l'homme qui conseillait en communication Jacques Chirac, puis François Mitterrand, et qui a théorisé cette parole rare. Pilon, il avait théorisé, Judith s'en souvient, elle suivait déjà la politique à cette époque. Non, mais je ne voulais pas l'injurier. Écoutez, vous êtes bête. Mais il théorisait la rareté. Elle a commencé à travailler très tôt. Non, c'est pas ça, arrêtez. Il a théorisé la rareté de la parole politique. Mais il n'y a pas que ça. Et je pense que, et là on rejoint ce que Mathieu disait au tout début, Macron est également la victime de gens comme vous, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, je vous le dis, qui ressassent dans une partie de l'opinion, de gauche et de droite confondues, de valeurs actuelles et du monde diplomatique, cette idée qu'il serait l'émanation d'une Europe des puissants, d'une Europe des banquiers, d'une Europe de l'argent et des féodalités financières, comme on disait à l'époque de Drummond. Vous voyez, ce discours-là... Attends, mais bien sûr, et ce discours-là... Là, je n'accepte pas. Ce discours-là... Je n'accepte pas, Alexis Lacroix, vous allez enlever Drummond, parce que Drummond, c'est la France juive, je trouve ça minable de votre part, et je le... Non, ça passe pas, ça. Ce discours-là ça de passe pas. délégitimation C'est de minable. Macron... Et puis, je vais vous dire quelque chose. Ce discours-là de délégitimation de Macron... Lamentable. Alexis Lacroix, vous choisissez délibérément un auteur antisémite, Édouard Drummond. Alors, à l'époque de Barès, disons, ce discours-là, je retire du nom à l'époque de Barès. Ce discours-là de délégitimation de Macron, qui est tambouriné dans tant de médias aujourd'hui, après l'avoir encensé, il le lâche et il le lynche, en tambourinant cette idée qu'il serait l'émanation des puissances financières. D'abord, c'est un discours erroné, parce qu'il est l'émanation de lui-même, il s'est créé lui-même, d'une part. C'est pas du tout ce qu'a dit André. Non, mais c'est parce il a besoin de personne pour le défendre. Je n'attaque pas André, j'attaque ce discours. Laissez-moi finir sur ce discours. Je suis désolé, je vais le dire. Il y a un discours aujourd'hui chez certains opposants d'Emmanuel Macron, donc ça n'est pas André, c'est des gens de gauche, c'est des gens de droite qui finalement s'entendent sur le dos du pouvoir. Aujourd'hui, pour faire passer Emmanuel Macron pour une émanation des féodalités financières, bruxelloises et mondialisées, c'est un discours dégueulasse, déréalisé et absolument délétère dans ses effets politiques. Je le maintiens et je pense qu'il faut le combattre chaque fois qu'il est énoncé. Sur Twitter, on vous pose la question, est-ce que vous regarderez l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir sur TF1 au journal télévisé de 20h? Vous le dites plutôt non, peut-être que vous considérerez que vous ne pourrez jamais regarder quelque chose de plus intéressant. Il y aura Alexis que point de Lacroix. vue. Il y aura, voilà. Mathieu Aron, vous allez regarder, j'imagine, professionnellement, c'est une obligation. Oui, on est bien obligé, autrement on se fait virer. Mais... Ah oui, c'est comme ça. Alors, attention. Non, je rigole, bien sûr. Non, moi, ce qui me surprend quand même, alors je sais que c'est... Bon, ça va pas aller très loin ce que je dis, mais s'adresser aux Gilets jaunes depuis le Charles de Gaulle, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est étonnant, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bon, bien entendu, vous allez me dire, c'est une coïncidence de date, de calendrier qui s'enchaîne, mais il n'empêche que le président aille dormir sur le Charles de Gaulle et il passe du temps, c'est très bien. Il est totalement dans son rôle de président de la République. Il parle aux militaires aussi. Bien entendu qu'il parle aux militaires, bien sûr. Ce matin, le Premier ministre était sur une grande chaîne de radio. Ce soir, depuis le Charles de Gaulle, on a le président. Enfin, on se dit que s'il parle depuis ce porte-avions, c'est que ce qui arrive est très grave. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Là, c'est juste une analyse, à mon avis, de la communication. Je pense qu'il y a un petit décalage là. Et pour moi, c'est un petit peu le syndrome d'une machine qui s'est grippée ces derniers mois. Et on ne voit pas très bien ce qui va arriver à faire en sorte que ça aille beaucoup mieux. Voilà. Et Judith, c'est intéressant. Pourquoi, à votre avis, qu'il choisit de faire ça depuis le Charles de Gaulle? Parce qu'il aurait pu attendre demain ou serait rentré. Oui, je crois qu'il est mal conseillé, ou alors il continue à... C'est pour être le président vertical, le chef des armées, oui, qui prend de la hauteur. Évidemment. Puis on parlait d'armée, donc là des fleurons, en tout cas, de la puissance militaire de la France. Mais je crois que c'est surtout un sentiment de panique et une improvisation qui explique ces faux pas, cette communication tous azimuts, pour répéter la même chose d'ailleurs, j'assume et je tiens le cap. Eh bien, il nous reste quelques heures. Juste par rapport à ça, juste un mot, Trump, c'est qu'il faut quand même dire que contrairement à Trump, Emmanuel Macron n'a pas la quasi-totalité de la presse française contre lui.
Et c'est heureux. On ne peut pas dire que Guillaume Macron soit le martyr des médias. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci André Berkoff. Merci à tous les quatre. Et puis, donc rendez-vous ce soir à 20h pour regarder le président de la République. Et rendez-vous demain à la même heure et au même endroit pour une nouvelle édition de Point de vue. Merci à tous.